Bonjour à tous, bienvenue sur ce Morning Imo. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes mardi 20 septembre. Bienvenue à vous sur ce Morning Imo. On va démarrer bien entendu dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, que vous avez une petite tasse de café proche de vous. Prenez le temps de ce petit café. On va le prendre ensemble et on va surtout parler et discuter autour de l'actualité immobilière de la semaine. Donc je vous laisse le temps d'arriver et puis on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez la forme. Donc aujourd'hui, le titre, c'est un titre un petit peu choc. C'est vrai qu'aussi des fois, j'aime bien faire des titres un petit peu choc parce que c'est aussi un moyen pour moi de vous captiver en fait et tout simplement de vous faire venir. C'est vrai que généralement, quand on annonce des mauvaises nouvelles, ça a plutôt tendance à cliquer. Voilà, c'est aussi un moyen pour moi de vous faire venir sur cette chaîne YouTube. Du coup, aujourd'hui, on va voir un petit peu, on va parler chiffres, on va regarder un petit peu des différentes courbes, de l'actualité par rapport à l'inflation, par rapport au coût de l'immobilier, par rapport au loyer, par rapport aux ménages. On va vraiment, je vais m'appuyer sur des données, des graphiques qui aujourd'hui sont publics, hein, tout simplement, qui ont été édités d'organismes, voilà, de contrôle, etc., qui font tout simplement des études sur le marché, Et donc ça sera la première partie de ce Morning Imo. Et la deuxième partie, on va voir ensemble, est-ce que c'est pertinent, comment dirais-je, de prendre son cash, si vous avez du cash, eh bien pour soit le mettre en apport dans un crédit immobilier, soit pour éventuellement rembourser par anticipation son crédit immobilier. Bah oui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une inflation. Donc, je le dis, on est beaucoup à le dire. Enfin, de toute façon, vous l'avez compris, je vais pas vous refaire la chanson, mais vous savez très bien que aujourd'hui, l'argent qui est sur votre compte bancaire vaut forcément moins. C'est évident, puisqu'on a une inflation qui est juste. Alors, il y a toujours eu une inflation naturelle, hein, ça a toujours été comme ça, mais généralement, elle était pas gommée, mais compensée aussi, par exemple, pour ceux qui sont par exemple, sur le SMIC ou qui sont indexés par rapport au SMIC. Le SMIC avait tendance à être réévalué justement pour suivre cette inflation, pour faire en sorte que les gens se retrouvent pas avec moins de pouvoir d'achat. Entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Sur les faits, bon, c'est un peu différent. Mais voilà, pour vous faire comprendre un petit peu la logique de tout ça, pareil aussi sur l'indexation des loyers, enfin tout ça était relativement, comment dirais-je, bien, ça, voilà, c'était bien huilé, ça fonctionnait bien. Sauf que là, il y a un décrochage total, tout simplement parce que l'inflation est là. C'est évident. On sait très bien que les mois à venir vont pas être des mois tout rose. Le Covid, l'époque du Covid, c'était rien à côté de ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Donc justement, est-ce qu'il vaut mieux à un moment donné se dire, attends, j'ai du cash, j'ai de l'argent en banque qui sert à pas grand chose et qui, je sais, de toute manière, va être dévalué de mois en mois et d'année en année. Alors est-ce qu'il vaut mieux que je l'utilise peut-être pour rembourser un crédit sur lequel c'est un peu compliqué aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, je vais l'utiliser peut-être pour faire un apport sur une résidence principale, sur un investissement locatif. Enfin, on va bien entendu répondre à tout ça, on va voir tout ça ensemble précisément ce matin. Bonsoir. Bonjour Frédéric. Nous sommes bien le matin, il est bien 9h34. J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je vois que ça arrive en force. Eh bien, c'est très très bien. Moi, je suis content de vous avoir avec moi ce matin. Puis j'aime bien faire ça le matin. On est ensemble, tranquille. On prend un petit peu de temps. Bonjour Fatia, j'espère que tu vas très très bien. Voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque sans plus attendre. Alors juste pour rappel, le Morning Imo, ça a lieu tous les mardis matins. Alors peut-être que semaine prochaine, il n'aura pas lieu mardi matin, parce qu'il y a des événements aussi qui font que moi, je suis pas forcément toujours dispo. Donc peut-être que je vais le décaler à mercredi ou jeudi matin. En tout cas, j'essaie de vous l'annoncer suffisamment en temps et en heure que vous puissiez être informé sur la chaîne YouTube. Donc l'idée de ce Morning Imo, c'est tout simplement de balayer l'actualité. On s'appuie sur des articles, voilà. Puis même vous, n'hésitez pas à interagir s'il y a des choses ou autres sur lesquelles vous souhaiteriez que j'interagisse. Bonjour Cécile, bonjour Frédéric, bonjour Nénès73. Bon, alors du coup aujourd'hui, je voulais vous partager. Alors, je vais vous partager ça tout de suite. Alors attendez que je retrouve ma fenêtre qui est. Alors, tac, tac, tac. Pourquoi on ne le voit pas le document C'est un document Word. Là, pourquoi on ne le voit pas tout l'écran, c'est pas ça. Voilà, j'y suis. Allez, on va regarder un petit peu ces différentes courbes et on va essayer un petit peu de les traiter ensemble, de regarder ça un petit peu ensemble. Vous allez pouvoir poser vos questions aussi. Alors,
Là, on a une petite synthèse globale des autres courbes qu'on va voir par la suite. Là, c'est vraiment une synthèse. Donc, il y a beaucoup d'informations, donc c'est peut-être pas forcément, mais voilà, on a quelques informations quand même. On a notamment l'indice du prix des logements anciens, donc c'est la courbe noire, vous voyez ici, qui est en progression. Donc là, c'est arrêté vraiment à 2022, hein, donc on est vraiment, vous voyez, sur le deuxième trimestre 2022, donc on est vraiment, c'est vraiment les dernières informations actualisées. Donc un prix de l'immobilier qui est juste en très forte progression, hein, sur le marché ancien. On a ensuite comment dirais-je, les nombres de ventes de logements anciens. Voilà, donc on les voit ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a quand même un retour. D'accord, il y a moins de ventes aujourd'hui dans les logements anciens, très clairement, hein, on voit bien la courbe qui est en train de baisser. On a ensuite l'indice des loyers, la courbe bleue. Alors là, ce qui est un petit peu aussi surprenant, enfin du moins voilà, sur lesquels il faut aussi un petit peu s'éveiller, c'est que comment dirais-je, l'indice des loyers a baissé. D'accord, on voit bien la courbe qui est en train de baisser. Donc en fait, il y a vraiment un truc qui est assez hallucinant, c'est que le prix des logements anciens est en train de grimper en hausse. On a moins de ventes, et par contre, on a le prix du loyer qui a quand même baissé. Donc ça veut dire que très clairement aujourd'hui, quand on investit, forcément, enfin c'est juste mathématique. Bien évidemment, le retour sur l'investissement, il est quand même plus faible que, par exemple, je sais pas, dans ces années-là, vous voyez, où là on était, voilà, c'était dans les années 2016, 2017, où là, je pense que certains ont dû vraiment se gaver en termes d'investissement locatif. Contrairement à maintenant où c'est quand même plus difficile, c'est pas que c'est impossible, hein. Il y a toujours des opportunités, et d'ailleurs, il faut savoir se les créer aussi, les opportunités, en créant, voilà, je vais pas revenir sur tout ça, mais bon, voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc il y a quand même des informations là qui sont, à mon sens, importantes. On va continuer. Là, ici, c'est l'indice du prix des logements, donc en France, en noir, l'indice des logements sur Paris en bleu, et on a aussi le revenu disponible par ménage en France. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix des logements continue à augmenter, hein, par rapport, donc depuis, alors il y a eu quand dans les années 1950, au moment de la guerre, etc., où là, ça avait vraiment plongé, mais voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors, comment dirais-je, ce graphique-là nous donne quelques informations, mais c'est pas forcément très pertinent. On va arriver à ceux où il y a vraiment plus d'informations, à mon sens. Ici, c'est le montant total des ventes immobilières rapportées au PIB. D'accord? Donc c'est en gros qu'est-ce que représentent les ventes immobilières. Donc, vous savez, le PIB, c'est toutes les richesses du pays. C'est le montant total de toutes les richesses du pays, aussi bien passif aussi bien privé que public, etc. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a une très forte montée en puissance, donc de ce que représente l'immobilier par rapport au PIB. D'accord? Donc on est aujourd'hui, donc en juillet 2022, on était quasiment à 18% du PIB. D'accord? Sachant que, je sais pas, même dans les années 2000, voilà, on était plutôt à 10%. Donc vous voyez que ça a doublé en l'espace seulement de 20 ans, quoi. Enfin, en l'espace de 22 ans. On a ensuite le placement en actions, donc là c'est plus lié aux actions. Alors s'il y a quand même quelque chose qu'on peut regarder assez rapidement, parce que j'en parle de plus en plus des actions en bourse, parce que forcément ça fait partie des choses sur lesquelles il faut s'intéresser. Et là ce qu'on voit, c'est que vous voyez par exemple, en bleu c'est les actions françaises, et en noir c'est les actions américaines. Et qu'est-ce qu'on voit? Les actions américaines ont toujours été... les placements qui ont été faits donc en actions ont toujours été, bon, même si c'est en dents de scie bien évidemment, mais regardez par rapport à la France, c'est juste incroyable la valeur en placement en actions françaises qui a juste dégringolé, hein, dégringolé en 1950, et qui après a légèrement repris, mais aujourd'hui qui suit très clairement ce qui se passe au niveau des actions américaines. D'accord? Donc c'est globalement similaire, contrairement à auparavant où il y avait vraiment une énorme disparité, je trouve. Enfin, vous voyez bien les courbes, c'est quand même assez hallucinant. On a ensuite cette courbe qui est intéressante aussi, c'est l'inflation et les taux d'intérêt à long terme. Donc, on la voit peut-être pas forcément très bien à l'écran, mais c'est celle qui est très légère en termes de couleur, c'est l'inflation. D'accord? Donc là, alors, je ne sais pas si je peux zoomer, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc l'inflation, donc là on la voit, elle est en train de progresser énormément. En bleu, c'est en gros en bleu, donc c'est le taux d'intérêt à long terme sur la dette de l'État, d'accord? Et on a en noir l'inflation annuelle moyenne sur les 10 dernières années. Donc là, globalement, c'est relativement stable, mais bon, forcément, puisque là, on a un décrochage qui vient d'arriver là pour cette année. Alors, je vais réduire mon écran, hop, que je remette ça bien.
Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Oui, a priori, c'est bon, vous voyez bien. Alors on va continuer. On va continuer l'exploration. Alors, on a, alors cette courbe-là, bon, bah, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Depuis 1965, le prix des logements, loyers et conditions de financement et prix des loyers, des logements et des loyers. Donc en noir, la grosse courbe en noir, c'est le prix des logements anciens, hein. En bleu, c'est l'indice des loyers de l'INSEE, tous logements confondus. Et après, bon, les 2 autres courbes, mais ça nous intéresse pas forcément. Hem, donc là, du coup, on voit bien qu'on a le prix des logements qui est toujours en hausse, en fait, hein, comment dirais-je? On a moins de ventes, mais le prix est toujours, toujours, toujours haut. Donc moi, je reste convaincu, je vous l'ai dit, que le prix va s'écrouler. De combien? Je sais pas, peut-être 10-20. Mais il faut quand même rester objectif, il faut rester, à mon sens, quand même prudent. C'est que même s'il y a une forte correction qui va arriver, c'est sûr et certain, il y a beaucoup moins de ventes d'immobilier, le prix est toujours haut, il va forcément redescendre à un moment donné. C'est juste logique. En plus, le prix des loyers est en train de baisser, hein, on voit bien la courbe bleue, c'est juste logique. Très clairement, le prix de l'immobilier va tomber. Mais je suis convaincu que c'est juste une correction et qu'ensuite pour mieux repartir. Tout simplement parce que le logement et l'immobilier a toujours été une valeur déjà de refuge, mais aussi une valeur, comment dirais-je, on a forcément besoin de se loger. On est de plus en plus nombreux sur Terre. Enfin, moi, je pars juste d'un constat de base basique. Je suis quelqu'un d'assez basique. On a de plus en plus de personnes aujourd'hui sur Terre. Et bien, il va falloir qu'on loge tout le monde. Et les logements récents, je crois qu'il y a une courbe qui parle de ça. Les logements nouveaux, les nouveaux logements, la création de nouveaux logements neufs, pardon, donc généralement qui sont créés par des différents programmes, soit pour des investisseurs, soit c'est parce que c'est la commune qui a décidé, sont globalement stables en fait. Je crois que c'est à peu près 300 000 logements qui sont créés. On va vérifier les cours, mais je crois à peu près. Donc ça reste globalement stable. Donc c'est pas là-dessus où de toute manière on va pouvoir répondre à la demande finalement, hein. C'est sur les logements anciens. Donc c'est pour ça que les logements anciens, bah, il y a une forte pression sur les prix. Mais là aujourd'hui, vu ce qui est en train de se passer, très clairement, il va y avoir une correction qui va être plus ou moins forte, pour mieux repartir par la suite. Donc après, sur combien de temps? Un an, 2 ans, ça personne ne le sait aujourd'hui. Donc là ici, je trouve intéressant aussi cette courbe sur le taux d'intérêt et l'inflation. Donc on a l'inflation qui est la courbe. Alors là, c'est juste, enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez la courbe, c'est juste incroyable. Globalement, enfin, comment dirais-je, vous savez, dans les années, en gros, là, on reproduit le schéma un petit peu des années 60, 75, en fait, hein, 74, 75, où on avait, bah, comment dirais-je, une inflation qui partait en flèche et on avait le taux d'intérêt net d'inflation. Du coup, bah, c'est finalement l'opposé, hein, c'est la différence, enfin, c'est le calcul entre le taux d'intérêt nominal et l'inflation. Donc là, le taux d'intérêt nominal était en train de grimper, normal. L'inflation était en train de grimper, mais tout ça, c'est logique, vous le savez, hein. Enfin, vous avez compris la mécanique. Quand on a une inflation, on augmente les taux pour volontairement ralentir comment dirais-je, l'achat, comment dirais-je, l'activité, on va dire. Mais c'est logique parce qu'en fait, les prix explosent. Donc c'est pour mieux la contrôler que volontairement on augmente les taux pour que les entreprises ne puissent plus emprunter, pour que les particuliers, c'est pareil, n'empruntent pas non plus, pour éviter que cet argent-là retourne finalement dans le commerce et que finalement ça continue et ça ne fasse que continuer l'inflation, que ça ne fasse que la renforcer cette inflation. C'est ça l'objectif, hein. Faut bien comprendre pourquoi la BCE fait tout ça. Parce que c'est la BCE, enfin les banques centrales ou la Fed et autres qui du coup jouent un rôle déterminant. Et là, ce qu'on s'aperçoit, bah, c'est que voilà, en 2022, bah, l'inflation, boum, voilà, on a plus de 5%, on est à peu près à 6% en ce moment, à peu près, hein. Enfin, voilà, j'ai pas les chiffres précis, mais vous avez compris l'idée. Donc on est sur des sommets records puisque on était dans les 6% dans les années 85, hein. Donc, vous voyez, là, ici, la courbe est globalement en noir, globalement cohérente. Et on a un taux d'intérêt nominal qui, pour l'instant, n'a pas trop, certes, à augmenter. On voit la légère petite remontée, mais qui est très légère. Donc forcément, le taux d'intérêt net d'inflation, bah, il est, on remonte dans les années 75 où on avait un petit peu la même problématique, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on voit bien, on a une inflation qui est juste fulgurante, mais par contre, les taux d'intérêt n'ont toujours pas été suffisamment remontés, à mon sens. Enfin, voilà, c'est a priori, c'est ce qu'on peut en constater sur cette courbe. Donc je pense que bien évidemment, les taux vont encore remonter,
c'est très clair. Alors certains se poseront toujours la question: «Est-ce que c'est toujours possible d'emprunter?» et cetera. Oui, à partir du moment où le projet est toujours viable, bien évidemment que ça reste un projet, qu'il faut mener puisque l'immobilier reste, et ça restera tout le temps un moyen d'enrichissement, un moyen peut-être aussi à un moment donné de vous générer des revenus complémentaires. Enfin, je ne refais pas toute la chanson du cash flow et cetera. Tout ça, je pense que vous comprenez et que vous connaissez surtout. Par contre, ce qu'on peut voir quand même, c'est l'indice du pouvoir d'achat immobilier des ménages et là, c'est très joli, quoi. Puisque bon, bah, là, on a une dégringolade. Ce qui est logique, hein, puisque l'immobilier comme, le gasoil, font partie des et puis l'alimentation, font partie très clairement des postes, de dépenses, des ménages et donc bien évidemment, bah, là, on voit bien ce qui est en train de se passer. Donc le pouvoir d'achat est clairement en train de dégringoler. La durée d'emprunt aussi, permettant d'acheter le même logement. D'ailleurs, ça m'avait surpris parce que dans les années 90, on empruntait à 45 ans, jusqu'à 45 ans. C'était assez marrant. Enfin, marrant. Voilà, même en 2008-2009, hein, on avait des durées très très longues. Et là, bien évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que les gens, vu que c'est compliqué d'emprunter, etc., pour du coup que ça rentre dans les critères d'obtention d'un crédit, bah, qu'est-ce qu'on voit? C'est que bah, la durée est en train de remonter. Hein, on était plutôt à 20 ans entre 2015 et 2020, et puis bah, là, on approche progressivement des 25 ans sur l'année 2022. Mais tout ça reste logique bah, par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc depuis 1965, la différenciation locale, hein, donc là c'est ville par ville. Alors s'il y a quelque chose qui est intéressant, donc l'indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage, d'accord? Donc on a en noir la France sur la globalité. On a Paris, voilà, donc Paris, regardez ce qu'on peut constater, c'est que depuis 2020, mine de rien, c'est vraiment en décroissance, quoi. Contrairement au, on voit bien que Paris est un marché, enfin Paris et Lyon, hein, parce ouais, c'est ça, en vert, on a aussi Lyon. De toute façon, Paris-Lyon, c'est assez similaire. Donc, quand vous avez la cour de Paris, vous pouvez copier-coller celle de Lyon. Enfin, quoique celle de Lyon avait bien monté aussi, hein. Mais on voit bien quand même qu'elle suit la même tendance. Donc très clairement, bah, le prix des logements rapporté aux revenus disponibles, bah, très clairement, est en train de baisser sur Paris, sur Lyon également, et globalement sur la France. Pour l'instant, ça reste toujours en hausse parce que ça inclut effectivement tout le territoire. L'indice du loyer des résidences principales rapporté aux revenus disponibles par ménage, donc en France. Donc là, on va dire que pour les résidences, l'indice du loyer, hein, là c'est vraiment les loyers pour résidences principales. Voilà, là globalement c'est stable sur les différentes villes. Alors là, on arrive sur des courbes aussi intéressantes, c'est l'indice de pouvoir d'achat immobilier des ménages. Donc on a, bah, en fait, les courbes sont globalement identiques, encore une fois, sauf Paris et Lyon, hein, mine de rien, puisque on voit bien que depuis 2021, on était sur une phase de pouvoir d'achat, hein, haussière, mais que là, on est en train de redescendre, alors que globalement, sur le territoire, bah, on est en phase descendante depuis 2020, hein, très clairement, le pouvoir d'achat immobilier des ménages. D'accord. Donc, on voit bien que c'est en phase descendante sur tout le territoire, sauf Paris et Lyon, qui était encore, mais bien que là, on voit bien qu'elle est en train de suivre la même tendance que le territoire national. Durée d'emprunt permettant à un primo-accédant d'acheter le même logement ancien pour le même taux d'effort initial et le même apport personnel. Donc là, pareil, on a des courbes qui sont différentes pour Paris et Lyon, contrairement au territoire national, bien que là, sur ces derniers mois, on est plutôt sur des choses assez similaires, hein. Depuis 1965, comparaison internationale, donc là, des prix. Donc l'indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage. Donc je trouve ça intéressant de se comparer par rapport aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Pays-Bas. Donc là, on voit bien que globalement, le prix des logements rapporté aux revenus disponibles est en train d'augmenter en France, mais aussi aux États-Unis. Mais alors, on voit bien qu'aux États-Unis, c'est de manière assez fulgurante, hein, quand même, hein. Je ne sais pas si vous voyez la courbe bleue, ça c'est la courbe des États-Unis, c'est un décollage, et je pense qu'aux États-Unis, ça va vraiment faire mal, quoi, parce qu'on passe de 2015, on était sur un ratio de 1, et là on arrive à un ratio de 1,5 en l'espace de 5 ans. Alors que nous concernant, on n'a pas du tout ce même ratio, on passe de 1,5
à 1,8. Donc vous voyez, la progression a été relativement maîtrisée, alors qu'aux États-Unis, c'est juste... Donc je pense il va vraiment se passer quelque chose d'assez violent aux États-Unis et peut-être même chez nous par rebond. L'indice des loyers, donc indice du loyer des résidences principales rapporté aux revenus disponibles par ménage. Donc là, pareil, on a la France qui est globalement similaire aux États-Unis pour le coup là. On n'a que l'Espagne qui est sur un marché voilà, des loyers, des résidences principales qui sont juste largement au-dessus du ménage. Donc on voit bien qu'en Espagne, les loyers, c'est juste, enfin très clairement, on en déduit que les loyers sont très chers par rapport aux revenus qu'ont les ménages, par rapport à l'Espagne. Et au contraire, en Allemagne, par exemple, ou au Royaume-Uni, vous voyez, on est plutôt en dessous par rapport à la France et même un petit peu aussi les États-Unis. La dette immobilière des ménages. Eh oui, dette immobilière des ménages rapportée à leurs revenus disponibles. Qu'est-ce qu'on voit? En France, depuis 2002-2003, ça n'a fait qu'augmenter. D'accord? Que ça. Et là, on atteint vraiment des sommets, puisque là, on est à 88% de la dette immobilière des ménages rapportée à leurs revenus disponibles. C'est juste incroyable. Alors qu'aux États-Unis, ça reste globalement flat. D'accord? Il y a vraiment, en France, comparé aux autres courbes, je ne sais pas si vous voyez, au contraire, les autres courbes ont plutôt tendance à descendre, hein. On prend le Royaume-Uni, on prend l'Espagne, on prend les États-Unis, on prend même aussi les Pays-Bas. Alors bien que les Pays-Bas, ça a toujours été un petit peu différent, mais on voit bien qu'on est sur une phase descendante, alors que nous, au contraire, on est complètement à l'opposé de nos, de nos petits voisins européens, et voire même des États-Unis. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la courbe. Alors il y a l'Allemagne aussi qui est en train de nous rejoindre, mais globalement, on ne fait pas comme nos petits voisins. Ça, c'est les volumes, donc c'est les ventes de logements anciens et construction de logements neufs. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc la courbe bleue, donc c'est globalement flat pour la construction de logements neufs, puisqu'on a 385 000, alors que sur les logements anciens, on est plutôt à 1 157 000. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un début de ralentissement de la vente de logements anciens, mais également aussi un tout petit peu sur les logements neufs, bien évidemment. C'est un peu logique aussi. Vitesse de rotation du parc de logements détenu par des personnes physiques. Donc pareil, là on a moins de rotation, de toute façon c'est logique, hein, on a moins de ventes, moins de rotation, tout ça me paraît assez cohérent. Construction de logements neufs et croissance du parc de logements. Donc nombre de logements neufs commencés, d'accord. En vert, c'est l'accroissement annuel du nombre de résidences secondaires. En orange, de logements vacants, d'accord. En gris, donc accroissement annuel du nombre de logements des ménages. Voilà. Nombre de ventes immobilières soumises au droit de mutation de droit commun. Ça, pas forcément. Taux d'intérêt des prêts immobiliers et de la dette de l'État. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc on voit la dette de l'État qui est, voilà, qui est juste incroyable. Ok. Taux des crédits immobiliers à taux fixe. Donc, hop, on est en train de remonter, hein, très clairement. Vous voyez là, ici, la progression. Je ne sais pas si on voit bien sur la courbe, mais bon, voilà. Et puis là, à l'envers, c'est les écarts entre les deux. On a ensuite la dette immobilière des ménages, flux et stock. Donc, nouveau crédit et en cours de crédit aux ménages pour l'habitat, en pourcentage du revenu disponible des ménages, achat de logements neufs et anciens et travaux. Donc, en bleu, c'est les nouveaux crédits, cumulés sur 12 mois. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a un ralentissement. Et en cours de crédit, voilà, ça suit c'est cohérent par rapport au graphique que j'ai pu faire juste avant. Dette immobilière des ménages et dette de Maastricht des administrations publiques. Donc, c'est globalement, ça suit la même progression. Logement ancien, vente et prêts correspondants. Montant des transactions de logements anciens et des prêts pour l'achat de logements anciens en pourcentage du revenu disponible des ménages, cumul sur 12 mois. Donc là, donc en noir, montant des transactions de logements anciens en pourcentage du revenu disponible des ménages. Et en bleu, le montant des prêts aux ménages pour l'achat de logements anciens en pourcentage du revenu disponible des ménages. Je vais avancer un petit peu parce que je pense que ça va vous donner mal au crâne et j'ai pas envie de vous donner mal à la tête pour aujourd'hui. Dette des promoteurs, indice du prix des appartements rapporté à l'indice du prix des maisons. Donc ça, c'est intéressant. Le ratio entre les appartements et les maisons.
Euh, donc, la courbe noire très légère, fine, c'est en Île-de-France, et en noir, c'est sur Paris. Voilà, et ben ça du coup c'est bon, j'ai pu vous faire voir ça. Alors je sais pas s'il y a des questions. Ah, vous avez plus de son, est-ce que c'est bon, Étienne? Ouais, ok, tu me dis que c'est ok. Bon, bah c'est bon. Donc, vous voyez qu'il est en train de se passer quand même beaucoup de choses. Donc, c'est difficile d'avoir des prédictions, mais on a quand même, à mon sens, des choses qui sont en train d'arriver fortement. Là, c'est bien réel. Je pense que ça va fortement arriver par les États-Unis, comme d'habitude, de toute manière, et qu'on va aussi, à mon avis, en subir les conséquences très rapidement également. Alors, est-ce que c'est dans les prochains mois? Peut-être pas, mais je pense pour 2023, ça va vraiment être compliqué. Fatia, je regarderai le replay. Toujours intéressant information que tu partages. Merci à toi pour le temps que tu consacres pour les rassembler. Belle journée. Merci à toi, Fatia. Donc voilà un petit peu les courbes que je voulais vous partager, parce que je pense que ça peut. D'ailleurs, vous pourrez les regarder en replay à nouveau et plus les analyser, essayer de comprendre un petit peu, essayer de mettre tout ça. Voilà, d'assembler. L'idée, si vous voulez, c'est d'assembler différentes analyses qui ont pu être faites, hein, des analyses officielles, et essayer un petit peu d'imaginer ce qui va pouvoir se passer dans les prochains mois. Donc, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous l'ai dit un petit peu mon sentiment. Maintenant, je suis pas je suis pas un scientifique, je suis pas comment dirais-je, un analyste, etc. Mais c'est juste mon sentiment en tant que voilà, en tant qu'entrepreneur, investisseur de ce qui est en train de se passer. Donc, faut être vigilant. Et je le trouve, je pourrais vous redonner le lien, je sais plus, c'est par rapport à l'indice des logements, je sais plus sur quel site. C'est un site officiel de l'État, hein, qui publie tous les trimestres bien, des analyses sur l'évolution du marché. Donc, enfin, pour moi, c'est des analyses qui sont juste hyper pertinentes, quoi. Oui, c'est ça. Ça doit être l'observatoire des crédits immobiliers, c'est un truc comme ça. Et du coup, ils font des analyses sur tout ce qui se passe dans le marché. Donc du coup, on arrive je pense, au deuxième sujet qui est intéressant, c'est toujours par rapport à l'argent et par rapport à notre immobilier. C'est est-ce qu'il faut aujourd'hui mieux faire un apport sur un prochain crédit immobilier, ou au contraire, enfin, un apport ou voire même rembourser par anticipation un crédit bancaire, ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours profiter de l'effet de levier de la banque et surtout d'investir le moins possible de cash et laisser supporter finalement et utiliser l'effet de levier de la banque pour faire notre projet immobilier? Bon, moi j'ai déjà ma réponse, bien évidemment, hein, mais on va s'appuyer sur un article de presse qui est sorti que je trouve très intéressant, alors qui n'est pas disponible au grand public. C'est des articles qui sont réservés aux abonnés, mais je vais vous le partager avec vous ce matin. Moi, bon, de toute façon, l'article va un petit, enfin, il donne quelques éléments de réflexion, mais moi, très clairement, j'ai déjà mon avis par rapport à ça, puisque même si l'argent aujourd'hui, on le sait, il se déprécie, de là à se dire, je vais utiliser tout mon cash, vider mon compte pour faire un projet immobilier, pour moi, ça a pas de sens, quoi. Ça a pas de sens parce que l'idée, c'est justement de profiter de l'argent des autres pour se créer de nouveaux actifs. Donc, autant réutiliser votre cash pour peut-être un autre domaine d'activité, un autre actif qui n'a pas nécessité à lever de l'argent, hein, enfin qui a nécessité par contre, pardon, à lever de l'argent, c'est-à-dire que si vraiment vous avez du cash, moi je préfère l'utiliser pour aller me créer d'autres actifs où je sais que de toute façon l'effet de levier il est impossible, il n'existe pas, alors qu'on a ce domaine d'actifs qui est l'immobilier où on a justement cette possibilité d'utiliser l'argent des autres pour arriver finalement à nos fins. À un moment donné, que vous ayez du cash ou pas, on s'en fout, quoi. Le but, c'est justement, c'est d'aller vite. Le but, c'est de grossir rapidement. Donc, autant utiliser son cash pour le mettre à profit dans des activités où, de toute manière, il y a nécessité et qu'on n'a pas le choix. Je pense aux investissements en bourse. Je pense peut-être aussi à des créations d'entreprises ou peut-être des projets d'entreprise qui nécessitent un apport parce que les banques, malheureusement, ne vont pas vous suivre parce que c'est un projet professionnel. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. L'immobilier, on a cette possibilité de lever du cash. Et puis le cash, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, the cash is king. Ceux qui ont du cash, c'est les rois. Hein, c'est très clairement, ils font ce qu'ils veulent. Ou quand par exemple, si là dans les prochains mois en bourse, les actions et ce qui est en train de se passer, hein, on est vraiment en ralentissement par rapport aux cotations boursières et je pense que ça va encore plonger. Même si on prend les comment dirais-je les crypto-monnaies, c'est la même. Hein. On voit bien le Bitcoin, on voit bien l'Ethereum, etc. Enfin tout ça est en train de plonger. Est-ce que justement c'est pas le bon moment de se dire je prends mon cash et là je l'investis et je me dis j'attends l'horizon 5-10 ans et dans 5-10 ans je vais retourner, je vais avoir un retour sur investissement qui va juste être énorme. Mais par contre faut être patient. Et c'est le problème qu'ont beaucoup d'investisseurs
voilà, qui rentrent, c'est qu'ils veulent du retour rapide tout de suite. C'est comme vous quand vous créez votre entreprise, beaucoup de personnes veulent un retour immédiat, tout de suite, allez, je veux gagner tant. Mais non, laissons les choses se construire, laissons les choses se faire. Justement, utilisez peut-être votre cash pour pallier à vos différents besoins pour que l'entreprise qu'on commence à bien se développer et après on verra pour effectivement se sortir un salaire ou des dividendes, etc., etc. Donc du coup, je vais vous partager l'article qui pour moi qui est très intéressant, enfin qui va du coup alimenter enfin mon raisonnement en tout cas. Alors je sais plus s'il va dans mon sens ou pas, mais bon, en tout cas il va vous aider. Donc c'est un article qui est pas public, hein, donc vous n'allez pas pouvoir le retrouver, enfin du moins pas en intégralité. Alors certains se retrouvent confrontés à un dilemme que beaucoup pourraient leur envier. Que faire de ces liquidités? L'utiliser pour solder ses dettes ou au contraire l'épargner? La réponse est à géographie variable, bien évidemment, et dépend, géométrie, pardon, pas géographie, et dépend de chaque situation financière. La résurgence de l'inflation joue un rôle important dans l'équation. Alors, bien entendu, certains ont accumulé des sommes importantes sur leur livret au compte courant. Pour d'autres, c'est l'arrivée d'une importante somme. Par exemple, vous avez vendu un projet immobilier, vous avez eu un héritage, une prime, etc. Et donc, ça peut être une bonne occasion de se dire, bah tiens, est-ce que je remets pas à plat l'organisation de mon patrimoine? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, beaucoup ont le réflexe, et pour moi, donc du coup, c'est une erreur, enfin, c'est ma façon de voir, hein, d'alléger au plus vite leur endettement en soldant tous leurs crédits en cours, avec en premier lieu le plus lourd, le crédit immobilier. Il est vrai que ces dépenses plombent un budget, mais est-ce une bonne idée? Ne faut-il pas plutôt épargner cette somme? Selon les experts en gestion de patrimoine interrogés sur ce sujet, rembourser par anticipation serait une fausse bonne idée. Et je suis à 100% d'accord. Surtout si le ratio d'endettement n'est pas trop élevé et reste tenable pour les finances du ménage. Si on peut supporter son crédit, on le garde. Lance Yves Mazin, associé au cabinet de gestion du patrimoine, version patrimoine. Ben oui, parce que tout simplement, si à un moment donné, il y a du cash, que le crédit immobilier, vous pouvez le rembourser tous les mois, qu'il n'y a pas de problème, que vous vivez bien, que vous pouvez toujours assumer votre quotidien, pourquoi vous iriez prendre votre cash pour rembourser votre crédit immobilier? Il est où le problème? C'est pas votre argent, c'est l'argent des autres et il est lissé dans le temps. D'accord? C'est-à-dire que on le lisse dans le temps. Rembourser son crédit immobilier et donc du coup d'un seul coup puis avoir son cash, certes c'est retrouver un peu plus de pouvoir d'achat tout de suite immédiatement, mais vous avez liquidé tout votre argent, ou du moins une bonne partie de votre argent. Et donc, du coup, bah, vous retrouvez, entre guillemets, à poil, quoi. Et donc, il peut se passer n'importe quelle problématique ou autre, ou peut-être que vous avez un autre projet de prévu, l'achat de remplacement d'une voiture, ou peut-être un futur projet, une résidence secondaire, etc. Vous n'avez même pas de cash, en fait. Vous n'avez plus de moyens de négociation. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien, en fait. Vous êtes là comme en mode, ah bah ouais, il faut que je fasse un crédit. Et du coup, on retourne sur un crédit, finalement. Vous comprenez le truc? Donc ça, à mon sens, c'est une fausse bonne idée. En fait, les raisons qui plaident en faveur de la conservation d'un crédit immobilier en cours sont nombreuses. Et oui, d'abord, c'est une façon de réaliser une épargne mensuelle forcée, permettant ainsi de se constituer un patrimoine immobilier au fil de l'eau. Il faut bien que vous voyez vos projets sur le fil de l'eau. Il ne faut vraiment pas que vous voyez ça sur du court terme. Il faut vraiment vous prolonger sur 5, 10, 15, 20 ans. Il ne faut jamais se priver de l'effet de levier du crédit, bien évidemment, dans un contexte où les taux d'intérêt sont encore bon marché, même s'ils remontent. Et oui, quand on a emprunté il y a encore quelques temps à 1%, 1,5 même, et là en ce moment c'est plutôt à 2, ça reste toujours hyper intéressant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. De plus, un vieux crédit doit en principe offrir un taux d'intérêt inférieur à s'octroyer en ce moment. Bah oui, les 1% que vous avez pu emprunter il y a 2-3 ans, c'était juste de la folie. Fait valoir Didier, voilà. C'est l'occasion de conserver une dette qui ne coûte pas cher, surtout si on a eu l'occasion dans le passé de décrocher un beau taux ou de renégocier. À noter que le contexte actuel, le coût du crédit, exemple 1% il y a un an, est effacé par la flambée de l'inflation supérieure à 5%. Vous comprenez le ratio? On emprunte à 1%, mais inflation à 5%. Le crédit, un acte de prévoyance. Ensuite, si le crédit est déjà bien avancé, à plus de la moitié de sa durée ou proche de son échéance, bah, l'épargnant a atteint un stade où la mensualité se compose de moins en moins d'intérêts et en fait, vous remboursez que du capital. Donc, il n'y a aucun intérêt à rembourser puisque justement, ce que vous payez tous les mois, c'est quasiment que du capital. Donc, l'essentiel du coût de crédit est donc presque réglé. On y pense moins, mais ah oui, il y a autre chose qui est intéressant, c'est aussi faire un acte de prévoyance. Et oui, parce que si, par exemple, vous empruntiez avec un conjoint et que le conjoint y décède, vous le savez, le capital restant dû est remboursé par l'assurance. Eh oui, c'est profiter quelque part aussi de cette possibilité de, voilà, si à un moment donné il y avait vraiment un décès, etc., bah, vous voyez ce que je veux dire, tout ça,
c'est un acte de prévoyance. À noter que si le crédit sert à financer un investissement locatif, mieux vaudra également le garder. Pour mémoire, les intérêts du prêt attaché à ce type de bien sont entièrement déductibles des revenus fonciers. En supprimant ce crédit tout en gardant le bien locatif, le contribuable s'expose à une fiscalité plus lourde. Et oui, parce que ça, vous le savez aussi, quand on est investisseur immobilier, eh bien, on intègre du coup nos amortissements, on intègre nos remboursements de crédit bancaire, enfin les intérêts, on les intègre en déduction de notre fiscalité. Donc du coup, on vient abattre le résultat fiscal. Donc du coup, il y a tout intérêt justement à emprunter fiscalement. Vous voyez ce que je veux dire, que de payer cash quoi, et se retrouver à poil demain. Par ailleurs, si l'on raisonne en termes d'impôt sur la fortune, pareil pour ceux qui sont à l'IFI, disposer d'une dette immobilière permet d'alléger la taxation puisque c'est le patrimoine net qui compose l'IFI. D'accord? C'est le patrimoine net, la valeur des actifs immobiliers moins les emprunts. Enfin, derniers éléments à prendre en considération, comparer le taux d'intérêt du prêt en cours au rendement de certains placements, pas au plus risqué, par exemple les livrets ou les SCPI. Si ces rémunérations sont supérieures au coût du crédit, mieux vaudra conserver son prêt. Alors, rembourser par anticipation, bonne ou fausse idée? Il n'en reste pas moins que si le crédit coûte vraiment trop cher, devient difficile à rembourser, ou s'il faut faire baisser son ratio d'endettement pour financer notre projet immobilier, il conviendra de le solder. Bah oui, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous étiez en difficulté, vous avez du mal, comme dans votre famille, je sais pas, votre mari ou votre femme vient de perdre son emploi, où il y a un coup dur, etc., bien évidemment, il vaut mieux le solder, et comme ça, du coup, il n'y a plus cette charge qui est là au quotidien et qui nous pèse, bien évidemment. Ou alors, si par exemple, vous avez un autre projet en cours et que la banque vous dit, bah non, là, vous êtes trop endetté, oui, on va peut-être voir pour se délester d'un, pour mieux repartir sur un autre. Cette décision peut se prendre à n'importe quel moment. Oui, c'est ça aussi que je vais vous faire comprendre. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'urgence, quoi. Si à un moment donné, vous y aviez pensé, il n'y a pas d'urgence. On peut très bien le faire à un moment donné qui est plus judicieux pour nous. Il n'y a pas besoin de se stresser, de dire, allez, vu qu'il y a l'inflation, je prends mon cash et je rembourse. Mais non, on a le temps, on a le temps. Hein. Pour mémoire, rembourser avant le terme permet de faire des économies car cela réduit les coût total du crédit. Alors ça, c'est pareil, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. Oui, mais l'argent a une valeur à un instant T et n'a pas la même valeur à un instant T plus un. Donc ceux qui me disent: «Bah oui, mais si je paye cash, du coup, j'aurais pu, quelque part, je fais une économie», faut vraiment voir votre vie sur 10, 15, 20 ans. Faut pas la voir sur du court terme. L'argent a forcément un coût, si je peux dire ça comme ça. L'argent a un coût et il a pas le même coût à un instant T d'un instant T plus un. Donc moi, c'est très clair, il vaut mieux emprunter que utiliser son cash. Par contre, son cash, oui, le laisser sur un livret, pour moi, c'est pas judicieux, ou du moins garder une partie. Mais en utiliser une autre partie pour faire d'autres investissements, ça par contre, c'est beaucoup plus judicieux. Alors, c'est pareil aussi en cas de remboursement par anticipation. Vérifiez, bien évidemment, si vous aviez quand même envisagé cette solution, bah, le remboursement anticipé. Vous savez, il y a toujours des frais. Donc, les frais, c'est généralement c'est soit 6 mois d'intérêt ou c'est égal à 3% du capital restant dû. Mais c'est pour ça que vous faites un projet immobilier, systématiquement, vous leur dites, moi, mes conditions, c'est un différé de trésorerie. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Un différé de remboursement pour faire de la trésorerie, ou bien sinon qu'il n'y ait pas de remboursement anticipé. C'est-à-dire que quand vous avez prévu de rembourser, ça vous coûte zéro l'opération. Donc ça, c'est possible, hein, n'oubliez pas. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Il arrive parfois que cette pénalité ne soit pas exigée. C'est le cas lorsque l'emprunteur, qui lors de la souscription de crédit, a pensé à négocier la suppression de ses frais. En effet, certaines banques acceptent en amont de ne pas les facturer après 5 ans de crédit, mais seulement en cas de vente de mutation professionnelle. Bref, là du coup, je trouvais ça intéressant. Vous voyez, ils ont fait des simulations sur un crédit, par exemple, de 19 ans. Donc 250 000 euros sur 20 ans à 4,45. Là, un autre sur 25 ans à 4,60 avec les mensualités donc, du prêt, les intérêts, le capital restant dû, voilà. Les indemnités de remboursement anticipé, s'il y en a, la durée résiduelle, et bien, montant du remboursement opéré, économie, intérêt dû moins le remboursement anticipé. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, ce qu'ils font des simulations, donc ils l'ont fait sur, on va pas rentrer là-dedans, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Crédit vieux de 17 ans, ils l'ont fait aussi sur un crédit de 10 ans. Du coup, ce qu'ils vous font comprendre, bah oui, c'est qu'il y a une économie qui est plus forte, moins le crédit, plus finalement le crédit est récent. Mais ça c'est évident. Et donc plus le crédit est ancien, plus au contraire vous remboursez tellement de capital que ça sert absolument à rien de rembourser par anticipation votre projet, puisque ce que vous payez tous les mois permet de rembourser du capital. Donc du coup, vous l'avez compris, hein, ce que je pense de ça, c'est que très clairement, bah, utilisez votre cash pour autre chose. Alors,
il y a aussi une autre question qui est en suspens, c'est Sébastien, je vais faire un crédit bancaire, est-ce que je fais un apport ou pas? Alors, pour moi, très clairement, c'est non, ne faites pas d'apport, sauf si on vous le demande. Alors en ce moment, les banques vont il y a 90% vont vous le demander, au moins couvrir les frais de notaire ou peut-être les travaux et autres, enfin au moins les frais de notaire, je pense minimum. Donc, ils vont vous demander un apport, mais c'est un peu logique aussi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je pense que les banques veulent aussi se protéger d'éventuels problèmes ou défauts de paiement qui pourraient exister dans quelques temps. Donc, effectivement, l'apport d'aujourd'hui est quasiment indispensable. Alors après, c'est se dire qu'est-ce qu'on fait comme apport. Bah, en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, à mon sens, il faut en faire le moins possible. Si le projet il est viable, si le projet il est rentable, sans apport, bah, autant tout faire financer. Parce que l'objectif de l'immobilier, c'est bien de se générer du cash flow, c'est bien de s'enrichir avec son projet, tout en se capitalisant, c'est-à-dire en se constituant un patrimoine. Donc pour moi, l'équation, elle est bonne. Après, l'avantage éventuellement de mettre un apport, ça serait de baisser les mensualités. Mais si j'ai envie de vous dire, vous étiez capable de les absorber, ces mensualités, mais surtout votre locataire vous rembourse finalement bah, les mensualités du crédit, la taxe foncière, les charges de copro, les comment dirais-je, les différentes charges qu'on a au quotidien, bah il est où le problème quoi? Enfin, je vois pas pourquoi. Il vaut mieux encore une fois garder votre cash, mais le réexploiter dans de meilleures manières, à mon sens, hein, que de le réexploiter ou de le mettre en apport, sauf si la banque bien évidemment vous le demande. Donc voilà un petit peu moi mon avis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez peut-être aussi n'hésitez pas à donner votre avis ou autre. Hein, c'est toujours intéressant de pouvoir changer. Échanger, pardon. Je vais y arriver ce matin. J'ai un peu de mal ce matin. Philippe qui me dit Seb, c'est bien. Bah écoute, merci Philippe. Ça fait plaisir de te voir ce matin. Moi aussi, Fatia, je passe pour faire un petit coucou. Rendez-vous le 15 octobre. Oui, effectivement, parce que je fais un séminaire sur Paris le 15 octobre. Alors, c'est un séminaire privé qui est réservé aux membres de ma formation, pour ceux qui ne seraient pas dans la formation. Par contre, pour ceux qui veulent me voir, le 1er octobre, samedi 1er octobre, je serai sur Paris. Je serai au séminaire de Jean et Julien. Je vais vous partager un lien qu'ils m'ont communiqué. Je vais vous partager un petit lien dans la fenêtre chat. Si vous êtes intéressé, ils font un séminaire sur la bourse et l'investissement immobilier, Jean et Julien. Et j'y serai parce que je trouve ça, bah déjà parce que c'est des potes et que voilà. Donc là, je vous l'ai mis dans la partie description. Et j'irai aussi parce que je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre et c'est toujours intéressant. Il y a toujours des choses sympas. Donc si vous êtes là, bah venez, parce que j'y serai. Alors pas en tant que speaker, mais en tant que participant, tout simplement. Voilà un petit peu l'actualité, en tout cas en ce qui me concerne. Ah si, et jeudi soir, sur la chaîne YouTube de Nico, Automatic BNB, je serai en live avec lui. Il m'interviewe sur sa chaîne jeudi soir à 20h. Donc n'hésitez pas à vous connecter. On a beaucoup de choses qu'on va discuter ensemble sur la chaîne de Nico, Automatic BNB. Je vais en parler, il m'interviewe sur sa chaîne jeudi soir à 20h. Voilà en gros pour l'actualité de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu que vous étiez assez nombreux ce matin, donc ça fait vraiment plaisir. Bah moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce matin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre Morning Imo. Alors peut-être pas mardi matin, parce qu'il risque peut-être d'y avoir un petit changement de mon côté. Mais en tout cas, j'essaie de vous en faire un mercredi matin ou sinon jeudi matin de la semaine prochaine. Voilà les amis, très intéressant. Bah tant mieux, c'est l'objectif. Le but, c'est que voilà, qu'on sorte du format classique que je fais sur YouTube à faire des vidéos, etc. Bon, c'est assez préparé, hein, vous l'avez compris. Là, on est un peu en mode live où je parle, voilà, face caméra, il n'y a pas de prépa. Bah si, j'ai regardé déjà un peu les articles, bien évidemment, j'ai regardé ce que je prépare, mais c'est surtout, j'aime bien pouvoir. En fait, j'échange avec vous, comment dirais-je, vraiment en mode ouvert. C'est-à-dire que voilà, je dis ouvertement, à un instant T, comment moi je vois les choses, comment je les ressens, etc. Ce n'est que mon avis de petit entrepreneur. Voilà, tout simplement. J'ai pas, je me considère pas comme quelqu'un de scientifiquement, comment dirais-je, très évolué ou autre. Je suis quelqu'un de lambda comme beaucoup de personnes. Mais par contre, j'aime bien pouvoir échanger avec ça. Vous, c'est toujours des sujets intéressants et pour moi, ça change du quotidien, quoi. Voilà.
Allez, on va se quitter. Je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ceux qui sont motivés jeudi soir sur la chaîne YouTube, alors pas la mienne, mais celle de Nico. Et puis ceux qui sont sur Paris et qui avaient rien prévu samedi 1er octobre, bah, venez. Jean et Juan font un événement avec pas mal d'intervenants. C'est toujours intéressant. Je serai présent. On pourra se voir, échanger, etc. Enfin, ça fera toujours plaisir, quoi. Voilà. Allez, bonne semaine à vous tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.